Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue au Festival Histoire et Cité, si c'est la première manifestation à laquelle vous participez. Vous savez que nous sommes un petit peu en amont encore de l'ouverture officielle qui n'aura lieu que ce soir dans l'auditoire voisin. Vous êtes conviés dès 18h30 à la conférence inaugurale. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais pour l'heure, mon plaisir, c'est d'introduire à une table ronde où il va être question du Moyen-Âge. Pourquoi? Eh bien parce que quand nous avons établi le programme avec Sébastien Faré, co-directeur du festival, que je salue ici, nous avons pris conscience du fait que dans notre programme sur Invisible, nous allions commettre la bévue impardonnable de laisser invisible le Moyen-Âge dans son entier. Il y avait beaucoup de propositions de modernistes, de gens de l'histoire contemporaine. Il y en avait de l'histoire de l'Antiquité, mais le Moyen-Âge semblait avoir la portion congrue. Pourtant, le Moyen-Âge, c'est un bon nombre de siècles, et nous nous sommes résolus à ne pas laisser tout ce Moyen-Âge invisible. C'est la raison pour laquelle nous allons ici aborder quelques problématiques qui concernent le Moyen-Âge, et nous allons le faire avec des compétences qui sont variées, complémentaires et tout autant passionnantes, vous allez le voir, les unes que les autres. Sur la droite, je vous présente Jean Terrier. Beaucoup d'entre nous, nous le connaissons bien à Genève. Jean Terrier, c'est l'archéologue cantonal honoraire depuis une année, un savant à qui l'on doit des fouilles sur le territoire du canton de Genève, que ce soit la villa romaine qui est sous le temple de Vendeuvre, que ce soit Saint-Mathieu à Bernay, que ce soit plus récemment le bastion Saint-Antoine, qui sera, je l'espère, dans quelques temps, dans quelques années, ouvert au public. Mais on doit aussi à Jean Terrier un bon nombre de chantiers à l'étranger, des chantiers de fouilles qu'il a dirigés en Croatie et en Albanie. Il a tout récemment terminé un programme de fouilles à Orikos, petite ville hellénistique de l'Albanie, juste en face de Bari à peu près, à cette hauteur-là, au nord de Corfou. C'est donc quelqu'un qui s'est situé dans la trajectoire de son maître Charles Bonnet, qui a fait des fouilles à Genève et qui en a fait à l'étranger aussi. Alors, je lui donnerai tout à l'heure, comme aux autres intervenants, la parole. À la droite de Jean, Anne-Lydie Dubois. Anne-Lydie est maître assistante au département d'histoire générale. Il y a plusieurs années, on lui doit d'avoir publié une thèse qui a été tout à fait remarquée sur le concept de masculinité au Moyen-Âge et plus particulièrement au XIIIe siècle. Et cette thèse lui a d'ailleurs valu l'honneur recherché du prix Laxis de l'Université de Genève. C'est un prix qu'on donne une fois par année, il y a une personne, toutes disciplines confondues, et Anne-Lydie Dubois l'a obtenue pour cette belle thèse sur la masculinité. Et puis aujourd'hui, elle travaille sur un sujet un peu bizarre, dont nous parlerons tout à l'heure. Je n'en dis rien de plus maintenant, mais je vous présente Martin Roch. Martin qui enseigne comme chargé de cours au même département d'histoire générale. C'est un spécialiste de l'histoire du haut Moyen-Âge, ce Moyen-Âge qui est plus loin de nous, puisque dans les langues latines, on considère que le temps s'écoule vers le bas, et que quand on dit remonter le temps, ben, c'est aller plus loin dans le passé. Eh bien, on te doit, Martin, un beau livre sur le haut Moyen-Âge, paru il y a 4 ans, et puis une thèse que tu avais faite antérieurement sur un sujet dont il sera question tout à l'heure, les odeurs, l'odorat. Avant de nous lancer dans une discussion entre nous, j'aimerais donner à chacun des 3 intervenants la parole pour présenter son activité dans le cadre de ce thème de l'invisibilité. Et j'aimerais commencer par poser une question un peu insidieuse à mon ami l'archéologue, et c'est parce que c'est mon ami que je me permets de le faire comme ça. À une époque comme la nôtre, où nous souffrons de troubles très graves, et nous ne pensions pas que de notre vivant, nous reverrions une guerre chaude en Europe comme celle qui s'est terminée en 1945. À une époque où
les spécialistes du climat nous alertent sur le fait que nous sommes peut-être dans les dernières générations, ou la dernière génération qui peut faire quelque chose pour continuer à rendre possible, tout simplement possible, la vie humaine sur la Terre, à ce moment-là, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir des archéologues, des gens qui vont creuser la Terre et puis qui vont rendre visibles des choses qui sont invisibles, mais sans lesquelles, ben voilà, jusqu'ici on se portait bien. Donc, d'une certaine façon, à quoi ça sert de rendre visibles ces souvenirs, ces traces? À quoi ça sert un archéologue médiéval? Je te remercie, Michel, pour cette question qui va nous permettre d'introduire un débat et une discussion, je l'espère, intéressante et captivante. C'est une question qu'on nous pose souvent, en dehors des problèmes liés à la situation actuelle que l'on connaît à l'est de l'Europe, en Ukraine. Mais c'est une question qu'on nous pose souvent. À quoi sert l'archéologie? D'ailleurs, à quoi sert l'histoire, hein, d'ailleurs? Je crois que c'est une question qui revient régulièrement. Peut-être dans un premier temps, vous dire, et si vous regardez justement les conflits qui ont essaimé notre planète au cours de ces dernières décennies, eh bien on se rend compte que, dans un premier temps, très souvent, pour détruire une nation, une culture, un pays, on détruit d'abord son histoire. On détruit ses racines. C'est les Bouddhas de Bamiyan qui ont été détruits. C'est aujourd'hui, bon, en Syrie aussi, là, on a vu se détruire des sites archéologiques pour faire table rase d'une histoire, d'une civilisation, d'une culture, pour la servir finalement. Et je pense qu'aujourd'hui en Ukraine, vous avez pu peut-être lire dans certains journaux, certains articles, où les Ukrainiens protègent leur patrimoine d'une destruction, justement, qui verrait, qui gommerait en fait leur histoire et leurs racines et leur nation. Donc l'archéologie fait partie, et l'histoire, bien évidemment, de cette problématique. Et je vous répondrai, et je te répondrai, Michel, aussi par un autre exemple. Non seulement à quoi sert l'archéologie, mais elle coûte cher, l'archéologie, enfin, par rapport à d'autres domaines. C'est une goutte d'eau dans un océan des dépenses de l'État de Genève, ici, mais elle coûte quelque chose. Et quand on fouillait, quand on travaillait, quand j'étais archéologue cantonal, des gens arrivaient sur le chantier, on dégageait une structure, on disait « mais c'est quoi ces pierres poussiéreuses, c'est là que vont nos impôts, à quoi ça sert, etc. » Et finalement, l'intérêt que l'on avait avec ces gens-là, c'était des gens qu'il fallait convaincre justement, parce qu'on a toujours des gens qui nous sont acquis, hein, qui sont des fans de l'archéologie, ceux-là, il n'y a pas besoin de les convaincre. Mais l'idée, c'était de convaincre ces gens-là, et on arrive à les convaincre facilement, en ce sens que l'archéologie, non seulement elle permet de fournir des racines, permet de nous situer dans une histoire, dans le déroulement d'une culture, d'une civilisation. Mais l'archéologie nous permet de rêver aussi, Michel. Elle nous permet de rêver, et on l'a vu à travers des films comme La Guerre du Feu, comme Le Nom de la Rose, etc., pour le Moyen-Âge. On voit que l'archéologie est un support aussi pour faire rêver les gens. Donc voilà ce que je peux te répondre, Michel, à ta première question. Est-ce que cela te convient ? Ou est-ce que cela vous convient? C'est pas mal, et tu nous invites au rêve en offrant une transition, j'allais dire, rêver, avec le sujet bizarre dont Anne-Lydie Dubois devrait maintenant nous parler. Parce qu'Anne-Lydie, tu travailles sur un truc qui est vraiment du domaine de l'invisible. Et alors, pour le coup, avec ce sujet-là, on est au cœur de notre question et de la problématique du festival. Alors, on pourra revenir sur l'archéologie tout à l'heure, mais toi-même, Anne-Lydie, sur quoi est-ce que tu travailles maintenant et en quoi est-ce que ça a à voir avec l'invisible? Alors, merci pour cette question tout à fait dans le thème, en effet. Alors, moi, je travaille dans ce sujet bizarre sur lequel je travaille depuis peu de temps, hein, c'est mon nouveau sujet de recherche, c'est donc le sommeil au Moyen-Âge, et le sommeil sans les rêves, parce que les rêves ont été beaucoup plus travaillés par l'historiographie, et pour cause, parce que dans les sources médiévales, en fait, le sujet du songe est beaucoup plus traité, parce que les songes intriguent, qu'on leur donne un sens spirituel par rapport à des prédictions pour l'avenir, des visions mystiques ou autres. Mais la question du sommeil a été peu travaillée, parce qu'en fait, c'est un sujet assez invisible,
et par le lexique d'une part, qui est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il y a une proximité des termes entre songe et rêve, entre le somnus et le somnium, et, suivant les différentes déclinaisons latines, les deux mots tendent à se confondre. Donc les historiens n'étaient pas très enclins à s'intéresser à ce sujet, puis aussi parce qu'il y a assez peu de sources. Donc ça rend ce sujet, en fait c'est un sujet qui est, du point de vue de l'historiographie, assez invisible. C'est un sujet aussi qui est peu visible dans les sources médiévales, parce que, alors on peut élaborer plusieurs hypothèses, mais en tout cas certains historiens qui ont travaillé sur ce sujet ont émis l'idée que peut-être aussi comme c'est un sujet de la vie quotidienne, qui a quelque chose de naturel entre guillemets, parce que c'est quand même un sujet aussi éminemment culturel. On ne dort pas de la même manière au Moyen-Âge que maintenant, on ne représente pas le sommeil, on ne lui donne pas sens, on ne le comprend pas, on n'a pas le même rythme de sommeil de la même manière que maintenant. Donc il y a quand même le fait qu'il y a une absence dans les sources, d'où l'intérêt d'où le fait qu'il y ait moins de travaux là-dessus, d'où le fait qu'il faut être un peu peut-être plus minutieux dans l'analyse, qu'il faut aller le chercher à des endroits un peu divers et variés, à l'inverse du rêve qui justement a été beaucoup plus glosé. Et puis invisible aussi parce que par essence il est immatériel, je pense comme les odeurs sur lesquelles a travaillé mon collègue Martin, et aussi parce qu'il invite à l'invisible dans la mesure où durant le sommeil, dans les sources du Moyen-Âge central, les sources qui sont souvent écrites par des clercs, par des religieux, le sommeil invite à rentrer à l'intérieur de soi, mais aussi à la communication avec l'invisible, que ce soit les forces maléfiques, le péché, ou que ce soit au contraire une communication avec Dieu, avec des saints, avec la Vierge Marie, etc. Donc il y a, disons, différents liens avec l'invisible qu'on peut tisser. Et puis aussi, comme il est invisible, immatériel par essence, la question c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on peut lui donner corps dans les sources médiévales, comment on peut le décrire, comment est-ce que les auteurs du Moyen-Âge le rendent visible par leurs mots, parce que autant Jean Terrier travaille plutôt sur des vestiges concrets, autant nous, historiens, on travaille plutôt avec des mots ou avec des images. Et finalement, on fait un petit peu la même chose avec l'un ou avec l'autre. Merci beaucoup. On va tout à l'heure revenir sur cette question-là, parce que tu as seulement présenté le début de cette problématique, et on aura des choses à te demander, et tu auras des choses à préciser. Alors, comme on l'a dit, Martin, toi, tu as travaillé sur un sujet qui, par essence, est totalement invisible et qui le restera à jamais, c'est le monde des odeurs. Comment est-ce qu'on en vient à se faire l'historien des odeurs? Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur un sujet qui est à jamais condamné à l'invisibilité comme celui des odeurs? C'était pas du tout programmé, en fait, et c'est intéressant. Je pense que mon expérience à ce propos est peut-être celle de beaucoup de scientifiques, et pas seulement dans les sciences humaines. Dans mon cas, il y a pas mal d'années quand même, c'est en lisant des textes médiévaux, pour d'autres raisons en fait, qu'à un moment donné, j'ai commencé à mettre ensemble, à relier certains éléments de ces textes, des éléments un peu bizarres, qui parlaient au fond de ces odeurs miraculeuses que dégageaient certains saints, notamment après leur mort. Et ça ne m'avait jamais frappé jusque-là. Et puis tout d'un coup, à un moment donné, je me rappelle encore plus ou moins le moment, ou plutôt le sentiment de voir comme quelque chose s'assembler. Ces éléments disparates, tout d'un coup, commençaient à se poser comme une question, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre derrière l'anecdote? Est-ce que la récurrence de ces mentions d'odeurs hors du commun, extraordinaires, ineffables, pourrait correspondre à quelque chose de plus organisé, un ensemble d'idées, d'images, peut-être de réflexions aussi, voire de gestes, bref, à une culture. Et c'est là que j'ai commencé à creuser en fait cette question en cherchant systématiquement alors des mentions d'odeurs de toutes sortes. Là où je l'ai trouvé, là vous comprenez que c'est un travail, j'allais dire, de bénédictin, mais très gratifiant dans la mesure où on poursuit une intuition au fond. C'est une espèce d'intuition qu'il faut vérifier. Il faut d'abord, elle va déboucher d'abord sur une première série de questions, puis après on essaie de vérifier, de trouver des réponses. Donc ça, c'est un peu la démarche initiale. Et effectivement, c'est un objet invisible, un objet historiographique d'abord, invisible,
qui tout d'un coup se manifeste. Je ne dis pas qu'il y a une révélation, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, il n'était pas totalement invisible, évidemment, je pense que c'est le cas pour chacun de nous. Certains de nos prédécesseurs se sont penchés sur ces odeurs de sainteté, comme le dit la formule, mais très souvent dans une perspective très différente. C'est une collection d'anecdotes curieuses ou édifiantes, etc. Donc, ce n'était pas du tout ça qui m'intéressait. De refaire un catalogue, au fond, de citations, ce n'était pas ça, mais plutôt d'essayer de comprendre si toutes ces mentions correspondaient au fond à une culture. Et petit à petit, je suis allé de découverte en découverte. Par exemple, qu'en latin, peut-être les latinistes parmi nous le sauront déjà, le verbe sentir, sentire, a toute une série de significations, d'acceptions qui vont du sensoriel, et notamment de l'odorat, jusqu'au comprendre. En fait, sentire, c'est l'intelligence. C'est pour ça que j'ai appelé ma thèse l'intelligence d'un sens, en fait. Parce que l'odeur ouvre, un peu comme disait Anne-Lydie, à une dimension de communication, de perception d'autres invisibles, finalement, notamment le monde divin, le monde dont les saints sont imprégnés. Et donc, il y a cet aspect presque intellectuel, je dirais, qui était présent. Et puis, ça m'a permis de toucher à toutes sortes d'autres types de documents. On a parlé des textes. L'historien travaille beaucoup avec des textes, mais pas que. On a un côté ogre qui se nourrit de toutes sortes de traces de chair humaine. Donc ça peut être des images. Dans mon cas, ça a été beaucoup aussi des données archéologiques liées aux sépultures, les pratiques funéraires. Et là, on découvre que les matières odorantes sont très utilisées dans les sépultures de l'Antiquité tardive et même du Moyen-Âge, en fait. Et donc, ça, c'était un aspect. Un autre aspect, c'était la découverte qu'il y a toute une littérature, en fait, chrétienne, antique, des pères de l'Église, au fond, qui commentent dans tous les sens les passages de l'Écriture qui mentionnent notamment des odeurs, que ce soit la bonne odeur du Christ ou le Cantique des Cantiques. Enfin, il y a toute une littérature très sérieuse, vraiment théologique sur le sujet. Donc, on est loin des anecdotes amusantes ou qui embellissent la vie de tel ou tel saint. Donc, en première approche, c'est ça que je pourrais dire sur le sujet des odeurs. Je pourrais continuer à parler, mais... On te redonnera la parole. On te redonnera la parole tout à l'heure. Merci beaucoup, Martin. Merci à chacun de vous trois là, pour cette entrée en matière. Et puis, vous le voyez, les choses ne sont pas finement construites à l'avance, mais on voit déjà des passerelles se dessiner d'un domaine à l'autre, puisque l'historien des odeurs fait appel, entre autres choses, à l'iconographie et puis à l'archéologie. Alors, nous nous retournons vers notre ami Jean, l'archéologue. Vous, les archéologues, vous faites profession de rendre visibles des choses que forcément on ne voit pas. Mais au-delà de rendre visible le soubassement d'une construction, peut-être une voie de communication, comment est-ce que vous vous attelez pour rendre visible une société disparue et puis essayer de faire comprendre comment des hommes, des femmes vivaient à tel endroit, à telle époque? Parce que c'est bien à vous qu'on doit de savoir ces choses-là, dont parfois, ou souvent, les textes ne parlent pas du tout. Donc vous avez une énorme mission qui consiste pas seulement à dire que les cailloux étaient empilés de cette façon-là, mais à montrer comment les gens vivaient. Oui. Mais oui, Michel, bien sûr, mais je crois qu'il faut comprendre qu'on parle d'archéologie médiévale. Je ne suis pas un préhistorien, je ne travaille pas dans les périodes plus anciennes. Et en archéologie médiévale, et on l'a vu à travers l'intervention d'Anne-Lydie et de Martin, qu'il y a des passerelles qui se tendent et qui se mettent en place entre l'archéologie et l'histoire. Et juste, il y a eu je vais rebondir et après je répondrai à ta question, mais Martin a dit qu'il a creusé la question des odeurs. Donc il y a un terme pour moi qui me parle. Donc l'historien creuse aussi, travaille sur ses textes, sur l'iconographie, sur les archives, sources d'archives, sur l'épigraphie, etc. Et il essaye de creuser certaines questions, d'une part, et puis Anne-Lydie a parlé d'une chose qui m'a beaucoup touché. Elle a parlé de l'archéologue qui travaille sur des vestiges concrets. Donc nous serions
amené à concrétiser l'histoire et le Moyen-Âge. Et ça, c'est vrai que c'est une grande force. C'est une grande force pour transmettre une connaissance, bien entendu, et puis sensibiliser la population à nos travaux. Et l'idée, c'est bien entendu, à travers l'archéologie, comme je l'ai dit, c'est pas de dégager une pierre poussiéreuse, c'est de la faire parler. Et on la fait parler par rapport à un cadre de référence, d'une part. C'est-à-dire que quand on découvre des vestiges, on a toute une série de techniques qui... L'archéologie a évolué, elle utilise des techniques scientifiques, que ce soit le carbone 14, que ce soit la sédimentologie, que ce soit la palynologie, etc. On a maintenant des outils qui nous permettent, aussi à travers l'anthropologie, de faire parler ces vestiges et d'aborder ou d'approcher la société sur laquelle on travaille et pour laquelle on dégage en fait des structures. Maintenant, ce qu'il y a de très intéressant pour nous, et vraiment ça c'est primordial en archéologie, pour une archéologie qui traite des périodes historiques, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec les historiens. Auparavant, dans le passé, on avait des archéologues qui étaient en même temps archéologues et historiens. Je pense à M. Blondel, qui était l'archéologue cantonal, à qui l'on doit tant de travaux et tant d'hypothèses et tant de résultats sur lesquels on se base pour travailler actuellement. Mais M. Blondel arrivait sur ces chantiers, il travaillait, alors d'abord c'était un savant, il travaillait sur des périodes qui allaient de la préhistoire jusqu'à l'heure actuelle, alors qu'aujourd'hui chacun est spécialisé, comme en médecine. Je veux dire, on a des spécialistes de l'archéologie gallo-romaine, des spécialistes, si vous voulez, des mosaïques de l'époque romaine, des spécialistes des peintures murales, des fresques antiques, etc. Tout est spécialisé. Et au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, quand on va utiliser toutes ces spécialisations pour nous, en tant qu'archéologues, pour faire parler les vestiges, les dater, les resituer dans un contexte historique, ensuite, on va avoir besoin, pour échafauder nos hypothèses, de dialoguer avec les historiens. Et contrairement à M. Blondel, qui était à la fois historien et archéologue, il était jugé parti, il allait chercher sur son terrain ce qu'il avait vu dans les textes, et il voulait faire parler les vestiges en fonction des textes qu'il avait. Et il allait ensuite, à partir de ces vestiges, dans ces textes, donc, et vice-versa. Maintenant, l'idée, c'est plutôt de travailler avec des spécialistes, avec des historiens, comme Martin et Anne Lydie, et d'élaborer, si vous voulez, un dialogue, de manière à, disons, échafauder les hypothèses les plus proches possibles d'une certaine réalité, d'une société. Mais sachez une chose, l'archéologie est un métier sans fin, parce que chaque nouvelle découverte remet en question les acquis du cadre de référence, et c'est ce qui fait la beauté et l'intérêt, si vous voulez, de cette discipline. Je ne sais pas si j'ai un petit peu répondu. Tu ouvres à la complexité du problème, et puis à cette nécessité de travailler la main dans la main entre personnes de disciplines différentes, notamment même avec des historiens qui creusent, ou des historiennes qui creusent leurs textes, comme le fait Anne Lydie. Tout à l'heure, Anne Lydie, tu as évoqué cette question gigantesque des rapports entre la nature et la culture. Et puis avec un sujet comme celui du sommeil, on est évidemment au cœur de cette question-là, parce que le sommeil, c'est quelque chose que spontanément, j'aurais classé à tort sans doute, exclusivement du côté nature. Nous sommes des êtres, des organismes vivants qui avons besoin de sommeil, et puis voilà. Comment ça s'articule plus précisément? Parce que je comprends bien que l'alimentation a quelque chose de très culturel, et on voit bien qu'on ne mange pas de la même façon d'un côté et de l'autre des Pyrénées, mais pour ce qui est du sommeil, est-ce qu'on ne peut pas dire que plus ou moins nous dormons tous de la même façon? Alors, merci pour cette question. Je vais essayer de faire un lien aussi avec ce qu'a dit Jean Terrier, parce qu'il y a cette question de la matérialité et de la matérialité de l'immatériel, à la fois des odeurs, parce que Martin a évoqué des vestiges matériels, alors que ça paraît étonnant que pour évoquer une question aussi immatérielle, il y ait des vestiges matériels, mais en fait, il y en a beaucoup. Et comme toi, Jean Terrier, dans l'archéologie, finalement, tu utilises du matériel, mais pour révéler aussi des questions immatérielles, de culture, de spiritualité, de pratique de la vie quotidienne, enfin, tant de choses qui nous échappent. Et finalement, pour le sommeil, parce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'on dort de la même manière au XIIIe siècle, au XVe siècle, que maintenant, par exemple. Et en fait, quand on se penche sur le problème, et je pense que c'est aussi tout le travail de l'historien et de l'historienne, on se rend compte qu'en fait, cet objet-là, comme beaucoup d'autres,
ont peut-être une part de biologique, certes, mais ont aussi une grande part de culturel. Alors, il y a la représentation, il y a la manière de dormir, il y a le rythme du sommeil. Par exemple, dans un univers monastique, on ne dort pas du tout de la même manière que chez les laïcs, par exemple. Il y a des rythmes différents qui font partie des pratiques ascétiques. On donne un sens différent au sommeil. Et aussi, d'un point de vue matériel, et là, c'est l'archéologie qui peut nous aider dans ce sens-là. Alors moi, je n'ai pas encore vraiment travaillé les données archéologiques, mais certaines auteurs comme Elisabeth Wittmer-Busch, par exemple, ont un petit peu utilisé les données archéologiques qui ont été trouvées en Allemagne par rapport aux lits qu'on a découverts. On voit tout de suite aussi des distinctions sociales qui se dessinent entre des oreillers, des fourrures, des couvertures extrêmement richement décorées, garnies dans des châteaux, auprès de la noblesse, etc. Tandis que dans le monde paysan, bien, on trouve des vestiges beaucoup plus rustiques, beaucoup plus simples. Et donc là, il y a déjà une question culturelle de distinction sociale par la manière de dormir, par les objets investis pour dormir, la chambre à coucher. Donc là, il y a déjà aussi comment est-ce qu'on dort, au Moyen-Âge, on dort à plusieurs dans des lits. Dans le monde paysan, bien entendu, on est à plusieurs dans un lit. C'est assez nouveau, en fait, finalement, d'avoir une pièce dans nos maisons qui est consacrée au dormir. Bon, ça vient bien sûr avec toutes les évolutions culturelles du 19e siècle, la bourgeoisie, etc. Et puis ces questions d'individualisation que les historiens tentent d'approcher. Mais au Moyen-Âge, justement, on n'a pas une segmentation des pièces qui est pareille que ce qu'on a maintenant. Évidemment, là, il y a encore des pratiques sociales différentes. Donc, et puis, la nuit, alors il y a eu des travaux sur ces questions de sommeil biphasique. C'est des débats dans lesquels je ne rentre pas parce que c'est pas très bien... les sources sur lesquelles ces historiens-là ont travaillé ne sont pas forcément convaincantes, mais il y a toute la question aussi de est-ce qu'on se réveille pendant la nuit au Moyen-Âge, puisqu'on n'a pas l'éclairage public, peut-être qu'on doit aller vérifier un certain nombre de choses, raviver le feu, si on est justement dans un foyer médiéval où il y a un feu... permet de faire énormément de choses. On n'a pas de domestique, bien sûr si on est suivant les catégories sociales. Donc là, on voit qu'il y a aussi plein de questions matérielles qui nous donnent aussi qui donnent à voir des questions culturelles et spirituelles aussi importantes, parce que je pensais à la question aussi de maintenant, les médecins du sommeil dénoncent une société qui met en avant le culte de la performance. Et donc, le sommeil raccourcit de plus en plus, et on dit qu'on ne dort pas assez, en tout cas dans les sociétés occidentales du XXIe siècle. On perd du sommeil chaque année à cause des écrans, à cause de la productivité, de la performance, des loisirs qui font qu'on n'arrive pas à avoir un temps de quiétude. Et finalement, dans le milieu monastique, par exemple, on prend aussi sur son sommeil. On se prive de sommeil, mais c'est pour des motifs tout à fait différents qui sont ceux liés à des pratiques ascétiques, de dévotion. Les règles monastiques le mettent en avant, et des écrits aussi sur la vie monastique disent justement qu'il ne faut pas dormir excessivement, que justement prendre sur son sommeil pour prier, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Les saints, les ermites qui sont valorisés, c'est des personnes qui n'arrivent à presque pas dormir. D'ailleurs, Bernard de Clairvaux dit qu'il n'y a pas de temps plus irrémédiablement perdu que le sommeil. Alors, les avis ne sont pas convergents, hein, mais dans l'ensemble, il y a quand même cette idée-là qui prédomine, avec des pratiques extrêmes de saints qui n'ont pas dormi pendant 40 jours, qui sont restés debout sur des épines, etc. Mais ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons de productivité industrielle, de performance que maintenant, bien qu'il y ait des pratiques qui se retrouvent. Quand tu dis qu'on dort plusieurs dans le même lit, ça veut dire que dans une famille, parents et enfants dorment dans le même lit. Les conciles, souvent, interdisent qu'on fasse dormir des tout petits enfants dans le lit des parents, parce que souvent, il arrivait que les enfants soient étouffés. Et comme on pouvait soupçonner qu'il y avait là une forme d'infanticide, et que les gens disaient, voilà, on a trop d'enfants, donc on s'est débarrassé du petit 8e ou du petit 12e, il disait, c'est pendant le sommeil, il a été étouffé, je me suis retourné, etc. Donc, on interdit cela, mais on l'interdit de façon tellement répétée qu'on voit bien que les gens continuent à le faire. Mais dire que dans une famille de paysans, par exemple, tout le monde, même des enfants plus grands, dorment dans le même lit que les parents. Comment ça se passe? Je serais en peine de vous répondre exactement comment ça se passait, parce qu'en fait, on a de la peine à le savoir exactement. On a des témoignages de différentes sources. Moi, je ne me suis pas encore... j'ai pas encore creusé cette question, parce que comme elle a été un peu plus travaillée
Et puis qu'il y a aussi un certain nombre d'incertitudes. Je ne sais pas si dans mes recherches je vais me diriger dans cette voie, mais en tout cas il y a eu des travaux qui ont été... Alors il faut croiser les sources, je pense, là pour avoir une réponse, parce que c'est toujours difficile d'approcher ces pratiques quotidiennes quand en tant qu'historien, historienne on aimerait tellement comprendre, connaître, faire une sorte de voyage dans le temps, en fait, se rapprocher de ces êtres qui vivaient il y a plusieurs centaines d'années, et puis de leur culture qui est à la fois différente et similaire de la nôtre à certains égards, avec cet étrange miroir que nous tend le Moyen-Âge, comme disait une journaliste qui a interviewé Martin Roch il y a quelques années, mais je ne me rappelle plus son nom. Donc, en fait, on voit bien dans les données archéologiques que c'est des grands lits, et puis que dans le monde rural, on n'a pas les moyens, disons, d'avoir chacun un lit individuel, etc. C'est quand même un objet qui coûte cher et qui perdure dans le temps. C'est pour ça qu'on en retrouve quand même un certain nombre, bien qu'il soit en bois, donc il y en a aussi beaucoup qu'on a certainement perdu, mais c'est quand même un des objets, un des rares objets qui composent, disons, un foyer. Ensuite, c'est vrai qu'il y a ces répétitions dans les conciles, tout à fait, et puis dans les procès, on voit qu'il y a des questions liées aux infanticides qui sont extrêmement graves et condamnés, d'enfants qui meurent dans leur sommeil écrasés. Il y a aussi toute la question, mais alors ça on ne peut pas vraiment y répondre, de la mort subite du nourrisson qui n'est pas forcément comprise à cette époque. Est-ce qu'il y avait vraiment est-ce que parfois c'est vraiment des meurtres volontaires ou est-ce que ça ne l'est pas? En tout cas, ce qui est certain, et c'est difficile à savoir, en tout cas ce qui est certain, c'est que l'enfance n'est pas mise... disons, n'est pas dévalorisée comme l'a suggéré Philippe Ariès, par exemple, en disant qu'au Moyen-Âge, on a tellement d'enfants que finalement, ils n'ont aucune importance. Là, on le voit bien dans les sources, il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé là-dessus. Il ne faut pas non plus aller dans l'extrême inverse en disant qu'en voulant faire du Moyen-Âge un 21e siècle rêvé où il y a une parfaite égalité des genres dans l'éducation des enfants. Mais c'est vrai qu'on a quand même des données, qu'elles soient iconographiques, textuelles, dans différents récits, dans différents textes pédagogiques aussi, où on voit que les parents sont extrêmement affectés par la mort d'un enfant, que ce soit des lettres, que ce soit des récits de miracles ou autres, qui mettent quand même en scène, qui ont besoin d'un substrat de réalisme quand même pour que l'histoire ait du sens auprès des lecteurs ou de ceux qui écouteront ces récits. Donc l'enfance est quand même... a tout à fait une place. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de sources qui parlent de l'enfance, de comment s'occuper aussi des nourrissons, de quels soins leur apporter, comment les éduquer plus tard. Donc il y a quand même une place importante accordée aux enfants, qui sont le futur lignage aussi dans l'idée de la noblesse. Donc il y a la réalité matérielle et puis il y a les idées... Enfin, la réalité matérielle dans le sens où on n'a pas forcément les moyens d'avoir un lit séparé pour les enfants, je pense. Mais concrètement, on ne sait pas très bien combien il y avait de lits dans une famille. En général, il n'y en avait qu'un ou deux. Mais là, j'avoue que je ne peux pas vraiment, peut-être que vous savez. Non, moi je veux bien rebondir. Non, j'ai pas connaissance, si vous voulez. On le voit dans les habitats traditionnels au XIXe siècle. Si vous allez à Ballenberg, je veux dire, on avait un lit pour toute la famille. Et c'était, ici à Genève, c'était dans ce qu'on appelle le poêle, c'est-à-dire c'est la pièce chauffée par la cuisine, par la cheminée de la cuisine. Donc c'était la pièce à vivre, où tout le monde vivait dans la même pièce, certainement avec un seul lit. Mais par contre, je voulais rebondir sur deux points qui m'intéressent. D'une part avec les odeurs, avec notre ami Martin, puis d'autre part, vous avez parlé des conciles, où on répète continuellement des interdits qui se répètent donc, qui montrent bien qu'ils ne sont pas vraiment observés. Et nous, archéologues, quand l'on travaille dans les églises, que ce soit à Vandeuve ou dans des églises en France voisine, etc., on se rend compte que ces églises avaient une fonction funéraire, c'est-à-dire qu'on retrouve toute une série de sépultures depuis le 5e siècle jusqu'à l'époque carolingienne où les interdits vont être enfin observés. C'est-à-dire jusqu'au 9e, 10e siècle, on a des sépultures. Mais on voit dans les sources, et vous avez parlé des conciles, on voit dans les sources des conciles mérovingiens au 6e siècle où il y a des interdits qui sont répétés, où on interdit d'enterrer les gens dans les églises, et on prend parfois l'exemple de dire que on peut enterrer des gens de bonne vie, des gens qui ont une vie exemplaire, donc des tombes saintes, mais on ne va pas enterrer des gens de mauvaise vie. Et ça, justement, on donne comme exemple qu'il y a des odeurs pestilentielles
qui émanent du sol de ces églises du fait qu'on a enterré des gens de mauvaise vie. Je ne sais pas si tu as connaissance de cela dans ces conciles mérovingiens. Et c'est intéressant parce que nous, si on s'en prend au texte, aux sources, on se dit, ben voilà, on interdit à l'époque mérovingienne, donc il n'y a plus de sépultures dans les églises, et quand on fouille, on en voit, et on se rend compte que finalement, par rapport aux sources qui nous donnent une information, l'archéologie vient en porte-à-faux et vient contre cette acceptation de ces sources, ce qui fait qu'on voit qu'on continue à enterrer. Pourquoi? Pour une simple raison. Parce que les gens qui se font enterrer dans les églises sont une source de revenus pour le clergé, parce qu'on paye une taxe de sépulture, etc. Donc c'est une source de revenus, donc on transgresse en fait les règles. Un mot, Martin, sur ces... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'enterrement ad sanctos, enfin, dans les églises. C'est un grand sujet, oui. Mais il me semble qu'il y a des exemples où, en ouvrant le pavement d'église, on a trouvé des tombes bien plus tardives, en fait. Non, je ne sais pas si c'est à Genève ou ailleurs, mais j'ai vu ça. Enfin, ça a continué bien au-delà de l'époque carolingienne. Oui, bien sûr. Alors, juste pour te répondre, Martin, ou pour répondre, oui, bien sûr. On se rend compte qu'il y a une période entre le 9, 10e, 11e siècle où on n'a plus de sépulture, très peu. Et à partir du 11e, on voit le clergé se fait enterrer progressivement, et puis évidemment les familles seigneuriales, et petit à petit, on a de nouveau une recrudescence de sépulture pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution française pratiquement, jusqu'à la fin du 18e, où là, on interdit d'enterrer à part certaines tombes privilégiées, et vraiment on enterre dans le cimetière. Ah ben oui, à Saint-Pierre, à Genève, il y a cet affreux mausolée du duc de Rohan du début du XVIIe siècle. En territoire protestant. Et je suis très... Et à Vendeuve, quand j'ai fouillé à Vendeuve, je pensais qu'avec les protestants qui ont aboli le culte des morts, je pensais qu'il n'y aurait plus d'enterrement dans le temple. Et ils ont continué. Mais bien sûr, les bonnes familles de Vendeuve se font enterrer sous le banc familial au XVIIe et au XVIIIe siècle encore. Et ça m'a beaucoup étonné, en tant que bon catholique. Non, c'est une plaisanterie. Une plaisanterie que je fais envers Michel. Ouais, j'espère que tu leur as fait comprendre que c'était pas bien. Hein, mais dis, Martin, est-ce que moi, je pose une question énorme. Je présume que la réponse sera non. Est-ce qu'au Moyen-Âge, les gens sentent comme nous? Et si on doit dire non, comment est-ce qu'on peut le savoir? Alors... Parce qu'en fait, on voit bien, enfin, nous-mêmes, quand on est pris, par exemple, enfin, je sais pas, dans un métier, enfin, on travaille, une vendeuse, elle est dans une chocolaterie, eh ben, elle travaille toute la journée dans une chocolaterie. Quand on entre là, ça embaume le chocolat, le cacao, évidemment, on en a plein nez, et puis elle ne sent plus rien. Donc, le fait qu'on soit dans un environnement particulier a bien évidemment une incidence sur notre façon de sentir les choses. À plus forte raison, je conçois volontiers que d'une société à l'autre, on ne sent pas du tout de la même façon. D'ailleurs, entre une culture et une autre, on ne sent pas de la même façon. On dit que les Chinois trouvent que nous sentons toujours les produits laitiers. Puis c'est ce que des Chinois disent. Enfin, les Européens, ça pue le lait et le fromage. Mais comment les gens du Moyen-Âge sentaient? Et puis, comment est-ce qu'on pourrait mesurer la différence de perception? Alors, c'est une réponse d'historien, c'est oui et non. Ils sentaient comme nous, avec un nez. L'organe en soi, il n'a pas changé, certainement, depuis des milliers d'années. Donc, l'organe de l'olfaction, il est le même. En même temps, c'est vrai que ce qu'on perçoit et comment on discrimine les odeurs, il y a une part culturelle qui est non négligeable. D'ailleurs, on a à l'université un centre de sciences affectives dont certains chercheurs ont travaillé justement sur les liens entre émotions et perception olfactive. Après, c'est pas vrai qu'on s'habitue à toutes les odeurs. On a des témoignages actuels, en fait, de personnel médical ou d'intervenants de premiers secours qui restent marqués à vie par les odeurs causées par des blessures, des morts extrêmement particulières. Les pompiers, par exemple, et ils s'en débarrassent pas. Donc peut-être qu'ils s'y habituent, mais ils s'en débarrassent pas. Ils ont toujours ces odeurs dans le nez. Donc il y a un aspect traumatique qui est là. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant quand on travaille sur les odeurs. C'est qu'une particularité de l'organe olfactif, c'est que le nez est celui qui est le plus proche du cerveau, en fait. Donc on perçoit les odeurs de manière presque immédiate, et il y a un contre-effet aussi extrêmement rapide. Alors c'est très intéressant de
de tenir présente ces découvertes scientifiques récentes, puisque là, la médecine s'intéresse réellement à l'odorat depuis peut-être une trentaine d'années. En fait, c'est très étrange. Et de tenir compte de ces découvertes pour aller relire les textes médiévaux qui parlent, les récits surtout, hein, qui nous parlent d'événements. Pas les traités médicaux en soi, parce que bon, ça c'est des théories qu'on peut discuter, mais les récits, la manière dont les gens sont censés avoir senti et réagi à certaines odeurs. Donc là, c'est très intéressant. Alors là, on voit aussi l'aspect culturel, justement, de la manière dont on parle des odeurs. Souvent, en fait, ces odeurs invisibles, elles sont représentées de manière visible. Elles sont souvent liées à des fumées, des fumerolles, des vapeurs. Donc on voit qu'on a besoin presque de visualiser ces effluves pour en parler. En même temps, le fait qu'elles sont en quelque sorte visibles est lié à des pratiques liturgiques notamment. La fin de l'Antiquité, surtout avec le moment où le christianisme s'installe, disons, comme religion licite, on a un énorme développement des usages d'encens dans la liturgie. Ils étaient présents avant en dehors de la liturgie, de manière privée, et ils s'introduisent les usages d'encens s'introduisent sur une large échelle à partir du IVe siècle. Et donc c'est clair, quand on parle d'odeurs, quand les textes de l'époque parlent d'odeurs extraordinaires liées, par exemple, à des reliques, à des saints, ils recourent aussi à ces images d'encens. On a peut-être de la peine, nous, à se rendre compte de la prégnance, en fait, de ces odeurs. On s'en rend compte parfois en visitant une église encore, où l'encens serait utilisé. Même s'il n'est pas actuellement utilisé, on perçoit qu'il y a ces restes d'odeurs. Donc c'est lié à des pratiques précises. À part ça, la manière dont les médiévaux parlent des odeurs ressemble beaucoup à la nôtre. On a beaucoup de peine à décrire les odeurs. En fait, on a très peu de lexique pour décrire précisément des odeurs. On utilise beaucoup de comparaisons. Oui. Ça ressemble à, c'est un peu comme... Et en fait, au Moyen-Âge, c'est la même chose. Ah oui, une odeur suave, ça ne veut rien dire du tout. Alors, ça ne veut rien dire et en même temps, ça veut dire quelque chose. Bon. Parce que l'adjectif suave, effectivement, pour nous, il y a quelque chose de doucereux. Voilà. Mais là aussi, dans le latin médiéval, la racine de l'adjectif suave, en fait, est la même que le verbe persuader, par exemple. Et donc là, on est aussi dans un langage de communication. On parle de communication et presque de rhétorique. Donc les odeurs, quand elles sont dites suaves, finalement, elles laissent entendre que quelque chose, quelqu'un est en train d'essayer d'entrer en nous, de nous persuader de quelque chose. Donc c'est intéressant d'aller voir les mots latins, en l'occurrence. Mais on a très peu on n'a pas un lexique très particulier. C'est suave, c'est doux. Très souvent, c'est ineffable, incomparable. On n'avance pas beaucoup avec ça. Donc, quand je lis ça, je n'ai pas accès aux odeurs en soi. J'ai accès à la manière dont les gens en parlent et éventuellement aux effets qu'ils attribuent à ces odeurs. Alors, il y a les odeurs bonnes, puis les odeurs mauvaises, ce qui permet de séparer la société entre justement les bons et les méchants. Et ça, pour rejoindre ce que tu disais des sépultures des familles nobles, par exemple, du haut clergé dans les églises, mais en fond, la distinction des odeurs entre les personnes de bonne vie, de bonne mœurs et celles des pécheurs qui sont des odeurs mauvaises, introduit un autre critère de différenciation sociale, finalement. Là, c'est plus la noblesse ou la richesse qui compte, c'est la qualité de vie. Et donc, on a une espèce de critique interne ou de critique face aux pratiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans certains textes antiques, par exemple, Sainte Thècle, une grande sainte martyre de l'Antiquité, elle apparaît en vision et elle proteste haut et fort qu'on ensevelit près de sa tombe des mécréants et que ça pue, elle dit. Donc aussi, la sainte, en l'occurrence, n'est pas du tout contente. Donc il y a une critique aussi de l'enterrement des sépultures privilégiées près des tombes des saints. Oui, mais passionnant. Il y a d'autres saints comme François d'Assise qui va vers les lépreux et ce qui lui paraissait amer, dit-il, est devenu la douceur même. Donc, je ne sais pas si ce serait plein après sa mort comme Sainte Thècle d'avoir un lépreux à côté de lui. Mais dites, on a ici plein de facettes, d'approches historiennes au sens large, et puis en même temps,
on se rend compte que les uns, les unes, les autres, nous avons besoin d'autres spécialités. Est-ce que, Jean, tu pourrais nous dire en quoi concrètement des personnes comme Martin, Anne-Lydie, qui pratiquent de l'histoire culturelle, sont utiles à l'archéologue? Mais je crois que la démonstration est faite. Je buvais vos paroles, hein, et entre autres, par exemple, ce que vient de nous dire Martin, pour nous, chaque fois, bon, d'une part, ces odeurs, il y a une certaine réalité, hein, au-delà de vouloir séparer les bons chrétiens des mécréants, comme tu dis, mais il y a une certaine réalité parce que quand on fouille les églises, on se rend compte que pour les périodes, disons, dites paléochrétiennes, enfin, mérovingienne, 5e, les personnes, les gens sont enterrés à même le sol. Et les dalles de couverture des sépultures, des coffres, forment le sol sur lequel on marche. Donc, imaginez-vous les odeurs avec la décomposition des corps. Donc, c'est vraiment une réalité aussi sur laquelle s'appuie le clergé pour faire passer un message ou un autre, bien entendu. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, entre autres, c'est ces fumerolles. Et tout d'un coup, je vois le pourquoi de ces fumerolles, etc., par l'histoire de l'encens dans la liturgie chrétienne, dans les premiers temps chrétiens. Mais c'est vrai que nous, quand on travaille avec des collègues en France, à Lille, sur des tombes saintes, quand il y a l'invention, donc la redécouverte d'une tombe sainte, souvent il y a une odeur, ces odeurs de sainteté, ces odeurs avec des fumerolles, qui indiquent l'emplacement de la tombe sur laquelle on va retrouver la sépulture du saint. Et puis sur cette sépulture, on va créer un mausolée qui va donner naissance à une grande église, etc. Donc tout ça pour vous dire que cet échange est extrêmement intéressant, comme pour le sommeil avec Anne-Lydie tout à l'heure, quoi, à travers comment les gens dorment, comment les gens investissent l'espace de couchage dans une pièce. Donc tout ça pour nous c'est extrêmement important pour nous archéologues. Quand on parle des périodes où il y a des sources historiques. Maintenant, si on est dans des périodes beaucoup plus anciennes, préhistoire, etc., on va travailler avec alors ce sont les préhistoriens, mais ils vont travailler avec des modèles, avec de l'archéologie expérimentale, avec de l'ethnoarchéologie, etc., pour essayer d'en inférer des interprétations et des hypothèses par rapport aux vestiges qu'ils découvrent, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de source sous ces vestiges, et puis on va faire parler les sciences environnementales pour essayer de comprendre ces vestiges. Merci beaucoup. J'aimerais bien demander aussi à Anne-Lydie en quoi les archéologues lui sont utiles, mais auparavant, je vais revenir sur un élément que tu as mentionné tout à l'heure, que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, quand tu parlais du sommeil monastique. Disant que les moines, comme Bernard de Clairvaux, trouvent qu'on perd son temps en dormant, et puis qu'il faut prendre sur le sommeil. Mais si je reviens à la règle de Saint-Benoît, alors là on est au VIe siècle, elle est diffusée à l'époque carolingienne, et puis après tout l'ordre bénédictin dans lequel s'insèrent les cisterciens, c'est quand même le plus grand ordre monastique de l'Occident. Si on regarde la règle bénédictine, on voit que les choses sont faites avec discrétion, comme on dit en latin, c'est-à-dire avec modération. En gros, dans l'agenda quotidien du moine, on a grosso modo 8 heures de travail. Alors ça peut être le travail au champ ou après ça pourra être le travail dans un scriptorium. On a 8 heures d'activité liées à la louange, l'office divin et puis au repas. Et puis on a 8 heures de sommeil et de repos. Puis après tout, un horaire de 24 heures dans lequel on a 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et puis 8 heures pour le reste, c'est pas un horaire qui paraît inhumain. Donc, j'ai pas l'impression que les moines prennent sur leur sommeil. Alors, bien sûr, comme frère Jacques, qui se lève très tôt pour passer les matines, mais dans l'Italie du VIe siècle, tout le monde se lève très tôt. Si je suis paysan ou pêcheur dans le Latium, j'imagine que je vais me lever à 4 heures du matin pour profiter de la fraîcheur, mais au milieu de la journée, j'aurais plutôt intérêt à me mettre à l'abri et à dormir un moment. D'où ce temps de sieste que les moines ont même inclus dans l'horaire quotidien. Ce qu'on pratique à la 6e heure, c'est devenu la siesta, la sieste, grande invention monastique. Donc, est-ce qu'on peut dire que les moines sont globalement des athlètes, des virtuoses qui essayent de prendre sur le sommeil? Ou alors est-ce que ce n'est pas plutôt des gens qui finalement vivent
assez raisonnablement, quoique à un rythme très différent d'une autre. C'est vrai que c'est un argument qui a été avancé aussi par les historiens qui ont travaillé sur ces rythmes de sommeil en disant, bon, ben, finalement, je pense à Jean-Claude Schmitt, par exemple, qui a travaillé sur ces questions des rythmes. Et puis, c'est vrai qu'il ressort parfois que finalement, en fait, ils dorment quand même suffisamment, même si c'est dans un rythme différent. Bon, ensuite, se lever à minuit ou à 2 heures du matin pour les vigiles nocturnes, pour faire les prières, c'est peut-être que le paysan du Latium ne le fait pas, mais... enfin, je pense pas. Mais disons qu'il y a quand même quelque chose de... Je pense pas non plus que c'est facile. Enfin, il y a des moyens de compensation. D'ailleurs, on sait qu'en plus, les règles monastiques, elles s'assouplissent par rapport au fait de manger des restrictions alimentaires, par exemple. On sait qu'avec la noblesse, au Moyen-Âge central, avec la noblesse qui commence qui est souvent, qui fait partie des moines, en fait, on a des sources qui nous montrent qu'en fait, des pitanciers, par exemple, qui nous montrent que la viande était consommée parfois à foison, notamment au repas de Noël. Je pense à un collègue qui travaille sur le pitancier de Lausanne. Donc, on voit que les règles, en fait, monastiques sont quand même aussi édulcorées, adoucies ou rendues plus suaves par la réalité, en fait, des pratiques quotidiennes, parce que tout le monde ne peut pas être un athlète du Christ, voilà, un champion de la foi, mais en même temps, donc je dirais qu'il y a d'une part les rythmes quotidiens, puis il y a aussi ces saints exceptionnels. Donc peut-être ces saints, ces récits justement dans les sermons, dans les exemples ou dans la géographie, où des saints résistent particulièrement au sommeil. Disons, c'est plus que de simples moines, c'est des personnes ou des ermites ou des solitaires. Ou je pensais aussi au texte de Guillaume de Saint-Thierry qui parle aux Chartreux. La lettre d'or au Chartreux du Mon-Dieu. Donc il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus exceptionnelles et donc peut-être c'est celles-là qui arrivent particulièrement à résister. Et puis il y a aussi des textes, je crois que c'est dans la règle du maître où il est dit qu'il y a des temps qui sont faits pour dormir. Donc il y a des moments où effectivement on peut dormir le soir, mais que si on prend sur son sommeil pour méditer, pour prier, alors c'est encore mieux en fait. C'est une personne particulièrement admirable. C'est l'idée de la mortification, mais quand même d'être dans la mesure. Et ça c'est vrai que même Guillaume de Saint-Thierry ou d'autres le disent, il faut avoir une mortification mais raisonnable. Donc effectivement, je pense que c'est une question de degré. Mortifie-toi, mais pas trop. Mortifie-toi, mais pas trop quand même. Ouais. Donc c'est effectivement, il y a aussi quand même cette idée du juste milieu. Puis après, il y a des pratiques extrêmes en fait, avec ces histoires. Et d'ailleurs, parfois même dans certains exemples-là, il y a aussi des histoires où un moine est trop dans l'ascèse et en vient presque à détruire son corps tellement il ne dort pas. Et puis l'abbé lui dit non mais dors quand même un peu. Et puis après en fait c'est mieux comme ça. Il y a aussi j'ai trouvé aussi des exemples là, des récits dans ce sens-là. Mais après c'est toujours cette idée aussi de résister au corps et à soi-même. Puis ça dépend après quels ordres religieux. Les bénédictins ne vivent pas de la même manière que les dominicains par exemple, qui vont plus mettre en avant l'étude, ou il n'y a pas forcément exactement les mêmes rites parfois. Et puis il y a plein de pratiques différentes. Puis ça dépend quel siècle aussi. Mais il y avait un point aussi sur lequel je vais revenir qui fait un lien justement avec ton propos. C'était la question de, justement dans ce travail de Guillaume de Saint-Thierry, puisqu'on parle justement de résister à son corps, de ces questions-là, cette question du corps et de l'âme qui est assez complexe et extrêmement liée autant dans la médecine médiévale que dans le discours spirituel ou religieux, par rapport à ce que Martin a dit sur le fait que en fait, la description de ces objets immatériels passe souvent par un vocabulaire qui leur rend une certaine matérialité ou une corporéité, que ce soit aux odeurs et au sommeil. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans les sources médiévales où, par exemple, Guillaume de Saint-Thierry ou d'autres auteurs décrivent le sommeil comme parce que Guillaume de Saint-Thierry donne des conseils justement aux Chartreux du Mon-Dieu en leur disant « il faut que votre sommeil ne soit pas lourd et charnel ». Alors là, évidemment, il y a un lien aussi avec le péché durant la nuit, le désir sexuel ou d'autres questions qui peuvent ressurgir, disons, pendant la nuit liées au péché au corps. Mais il y a aussi le fait que c'est une manière de décrire un sommeil qui ne doit pas être trop lourd, trop profond. C'est peut-être l'idée aussi de ne pas excessivement rentrer à l'intérieur de soi, parce que dans le vocabulaire, la médecine médiévale de cette époque, on décrit le sommeil comme une manière de rentrer à l'intérieur de soi, donc de taire, les sens sont clos au monde extérieur. Ça c'est Aristote ou d'autres médecins, Avicenne, d'autres médecins médiévaux qui le disent. Mais en fait,
mais par contre, on est dans l'intériorité de l'âme, qui peut révéler du bon, parce qu'il y a un bon sommeil et un mauvais sommeil, qui peut révéler des péchés, ou au contraire, des questions extrêmement vertueuses, avec des exemples aussi de songes, de personnages bibliques ou autres. Donc, Guillaume Sattery dit qu'il ne faut pas avoir un sommeil lourd et charnel, mais il faut avoir un sommeil léger duquel on puisse se réveiller facilement et promptement pouvoir aller dans les activités monastiques du quotidien ou spirituelles. Donc là, on voit qu'on est quand même dans un juste milieu. Donc entre les conseils, effectivement, dans ce que ces règles disent, les conseils de certains grands religieux ou d'autres textes, il y a plutôt une idée de modération. Après, il y a des pratiques ascétiques un peu plus extrêmes, mais qui ne sont pas forcément toujours validées par les courants dominants, ou par l'Église, ou par ceux qui dirigent les hommes. Ah oui, c'est assez drôle ça, parce que ce sommeil léger, ça pourrait être celui de Napoléon ou de Salvador Dali. Ça fait Donc, penser à ça. il y avait des techniques très très bizarres pour dormir souvent, mais très très peu de temps. Ah, il y a des gens comme ça. Avec Oui, cette c'est idée de Churchill, Dali, ouais. une histoire de la fourchette qu'il tenait dans sa main. Ouais. Il est sur son fauteuil, il pose une assiette par terre, une assiette de faïence. Dans sa main, il tient une fourchette. Au moment où il s'assoupit, la main lâche la fourchette et qui tombe sur l'assiette et qu'il réveille. C'est-à-dire que le sommeil est vraiment très bref. Et puis il prétendait que de dormir comme ça, une fraction de seconde, c'était suffisant, à condition de le faire assez souvent. Alors, je ne sais pas si... il faut avoir beaucoup d'assiettes, parce qu'il y en a peut-être certaines qui se cassent, mais c'est une technique comme une autre, donc ça pourrait rejoindre peut-être l'idée du sommeil léger. Oui, et cette question de la sieste aussi, parce que c'est vrai que dans les sources médicales médiévales, on dit justement, et ça peut peut-être donner un éclairage aux propos monastiques, que en fait, quand on dort suivant le sommeil qu'on a, donc aussi le fait de dormir légèrement, ça rend... Le dormeur est créatif durant la nuit. Il peut avoir des idées, peut être créatif, peut être inventif. Ça, on le retrouve. J'ai des tas d'idées la nuit, mais quand je me réveille le matin, je trouve qu'elles sont parfaitement absurdes. Mais si vous aviez une assiette dans la main, peut-être que vous s'en viendrez. Il faudrait faire comme ça. Là, on peut avoir des bonnes idées. Et Annie dit le sommeil du juste. Ah oui, bien sûr aussi. D'où vient cette expression pour l'historienne? Alors, c'est... Ah oui, dormir sur ses deux. Je peux répondre comme ça, mais c'est un... Est-ce que ça remonte au Moyen-Âge ou bien non, pas du tout? Mais c'est pas quelque chose de biblique. Ouais. Le sommeil du juste, je sais pas si le sommeil du juste c'est dans la Bible. Voilà. L'idée qu'on a la conscience tranquille, parce que c'est oui, c'est d'accord, mais dormir du sommeil du juste... ça doit être chrétien, je pense. Je dirais que c'est plutôt un proverbe... En tout cas, qui a tout à fait un lien avec ça. Quand on est juste, on dort bien. Voilà, exactement. On a la conscience tranquille, donc on dort paisiblement. C'est notre rêve à tous de se réveiller en pleine forme avec un sommeil. Voilà, c'est ça. C'est ce que dit Guillaume Saussure. Voilà, ouais. Ça va être parfait. Puis aussi l'idée de pas être, d'avoir un sommeil paisible, parce que dans ces textes médiévaux, on pense à des autobiographies, à Raoul Glaber, à plein de récits hagiographiques que Martin a sûrement étudiés. Il y a des odeurs de démons, mais il y a aussi des visites du diable durant la nuit, si on a commis des péchés. Donc ça, par exemple, l'autobiographie de Guibert de Nogent, on est truffé, ou chez Raoul Glaber aussi, de visions diaboliques, disons, de péché aussi, de visions diaboliques durant la nuit, donc il y a quand même ces idées, et c'est souvent pendant le sommeil. Certains historiens ont analysé le fait que, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est dit qu'il s'endort et ensuite il a une vision, le diable qui vient l'attaquer durant la nuit. Donc il y a quand même cette idée-là, d'être en face de sa conscience, de cette antériorité de l'âme, de ses péchés. Et alors si on est juste, alors on a un sommeil, on a une relation avec Est-ce que c'est pas lié aussi à ce fameux passage biblique, je dors mais mon cœur veille? Oui, il y a cette dialectique, il y a le sommeil physique, mais en même temps il y a quelque chose d'éveillé toujours. Le lien avec les Odomes fait penser à cette fameuse image de la panthère ou du léopard, de la panthère endormie dans le bestiaire, et qui symbolise le Christ en fait, cette panthère qui dort, et puis quand elle se réveille, elle émet un rugissement qui dégage d'excellentes odeurs, qui met en chasse la mort, en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de liens. Tout ce lien aussi entre sommeil et... Ah oui, je dors, mais mon cœur veille. C'est comme cette parabole qui est à la fin de l'évangile de Matthieu. Il y a 10 jeunes femmes vierges, et puis il y en a 5 qui sont sages, et puis 5 qui sont insensées. Celles qui sont sages ont préparé de l'huile de réserve pour leurs lampes, et puis les folles, les vierges folles, n'ont pas d'huile. Et en fait, elles vont toutes dormir. Ce qui fait que même les sages dorment. Et cette parabole, contrairement à ce que j'avais longtemps cru, ne veut pas dire du tout qu'il faut veiller et prier, et puis surtout ne pas dormir. On peut aller roupiller, mais en ayant assuré des réserves d'huile dans sa lampe. Donc ce n'est pas du tout une incitation à ne pas dormir,
Mais puis alors peut-être qu'un texte comme celui-là serait intéressant dans les Il faut dire que de toute façon, médiévaux. le sommeil, je pense comme les odeurs, est marqué d'une certaine ambivalence. Il y a des discours contradictoires et différents sur le sommeil. Il y a aussi il y a des mauvais exemples de sommeil, comme celui des disciples de Sémané, qui ne devraient pas dormir et qui dorment, qu'on peut interpréter sûrement de différentes manières. Et il y a un sommeil aussi très positif, le songe de Joseph, le sommeil d'Adam qui, quand on lui enlève une côte, il rentre dans un sommeil, et les exégètes, mais tu sais peut-être sûrement que tu as étudié aussi ces questions, l'interprètent comme une extase à la suite de Saint-Augustin, une extase qui fait entrer Adam en communication avec Dieu, donc avant qu'il ait commis son péché. Donc finalement, il y a, le sommeil est vraiment, il y a un discours extrêmement ambivalent sur le sommeil, soit extrêmement positif, soit qui conduit vers le diable, vers Satan, vers les attaques démoniaques. Donc il y a vraiment une dichotomie assez forte. Ben, en t'entendant, tu rends vraiment visible pour moi quelque chose qui jusque-là ne l'était absolument pas, et on est, me semble-t-il, en plein dans la cible. Mais le temps est venu de vous donner à vous la parole pour demander des précisions à Martin, à Lydie ou à Jean. Je crois qu'un micro est à disposition. Alors, si vous souhaitez intervenir, eh bien, manifestez-vous en levant la main pour interpeller l'un de nos trois orateurs maintenant. Donc, vous voyez qu'ils ont des approches différentes, mais que, vraiment, travaillant globalement sur la même période, tous ont des choses à se dire et tous ont à se laisser stimuler par d'autres méthodes et puis d'autres voies d'approche du Moyen-Âge. Une question, une remarque, une objection à formuler? Alors, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, peut-être. Non, mais moi, je dois dire que cette discussion, moi, elle m'a enrichi, et je vous remercie infiniment, les historiens, parce que tout d'un coup, c'est vrai, ce sommeil, je vois que il y a des interprétations, il y a tout un monde autour de ce sommeil, et j'ai l'impression qu'on peut interpréter les textes, parce qu'on a eu ce débat, comme nous, devant une stratigraphie. Si on travaille sur une stratigraphie, on aura différentes interprétations en archéologie, même si c'est la concrétisation de l'histoire ou quoi que ce soit. Mais en fait, dans nos domaines de sciences humaines, qui sont des sciences humaines, histoire, archéologie, on a chaque fois des textes, des sources, des vestiges qu'il faut interpréter. Et en fonction de l'époque, en fonction de la personne, en fonction du chercheur, il y aura des visions, des réponses différentes. Et ça, je trouve ça extrêmement passionnant. Et c'est vrai que, bon, faire paraître l'invisible, c'est une gageure. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est toujours une question d'interprétation. Je rebondis sur l'image de la stratigraphie, parce que nos textes médiévaux eux-mêmes sont des strates, sont des reconstructions en fait. Exactement. Très souvent, on a beaucoup de manuscrits, enfin plus ou moins beaucoup de manuscrits, qui souvent ont des différences. Et donc, il faut arriver à en obtenir une version la plus fidèle possible à un original souvent perdu. Donc, la question se pose aussi. Ces textes eux-mêmes, en quelque sorte, ils doivent être construits. Donc il y a un gros travail en amont, et nous, les historiens actuels, souvent on profite de ce que des érudits ont fait avant nous, et parfois des erreurs aussi qu'ils ont faites, et puis on se rend compte que tel ou tel manuscrit soit avait été ignoré, soit avait été mis tout en bas dans les notes de bas de page, puis il faut le remonter plus haut parce qu'il a une version plus intéressante ou plus ancienne peut-être. Donc là aussi, il y a cet effort de construction, et on a des strates en fait textuelles qui sont souvent intéressantes. Et ça, c'est une chose dont je me suis un peu rendu compte en travaillant sur mes fameux récits d'odeurs miraculeuses, c'est qu'en fait, dans les grandes éditions, il y a une grande collection de sources latines en lien avec l'histoire, disons, germanique, on peut dire comme ça, au sens large. Une grande collection commencée au XIXe siècle et qui continue encore aujourd'hui. Et en fait, nos ancêtres, historiens allemands, d'une tradition aussi extrêmement rigoureuse, et on pourrait dire même assez terre à terre, avaient éliminé de tous les manuscrits anciens toutes les mentions en fait de miracles. Parce que ça ne pouvait pas être prouvé, ça ne pouvait pas être considéré comme des faits historiques, ce n'était pas intéressant pour l'histoire. Et donc beaucoup de ces textes, de cette grande édition encore utilisée aujourd'hui, sont des versions tronquées
Et on voit des grands passages omis. Alors pour quelqu'un qui s'intéresse aux miracles, évidemment, on peut pas les consulter cette édition. Il faut à la limite consulter des éditions plus anciennes et plus fautives, mais complètes, ou aller sur les manuscrits, qui souvent sont difficilement accessibles, pour avoir accès à des parties de récits. Donc certains manuscrits anciens sont devenus invisibles par le truchement, par la faute, entre guillemets, des érudits. Et là, il y a un autre exemple intéressant que j'ai découvert récemment, un grand bibliothécaire italien du 19e siècle, à cheval entre le 18e et le 19e siècle, qui est devenu après responsable de la librairie ambrosienne à Milan et puis de la Bibliothèque Vaticane, Angelo Mai. Il a développé, il a fait des expériences avec des agents chimiques pour essayer de révéler les textes de manuscrits qui avaient été effacés, donc grattés pour copier d'autres textes. Alors, il a réussi effectivement à faire des découvertes spectaculaires, comme un traité de Cicéron qu'on avait perdu, et qu'on pensait perdu, le De Republica. Mais ce faisant, ces agents chimiques, en fait, ont bousillé les textes actuels. Donc, les manuscrits sont devenus quasi illisibles, parce que ces agents, entre autres, il y avait du brou de noix et d'autres comme ça, ont totalement obscurci ces pages de manuscrits anciens. Et donc, certes, on a découvert des traités anciens, mais on a détruit les autres. Donc il y a toujours ce jeu aussi de... parce qu'on n'avait pas repris la peine de recopier d'abord. Oui, il y avait des copies, mais le manuscrit, dans son intégralité originale, il est abîmé. Ah, il est sacrifié. Il est sacrifié, alors que maintenant, on a une démarche totalement inverse. Je pense aussi en archéologie, dans les reconstitutions. On ne veut pas tout revenir à l'original qui est perdu. On ne va pas rajouter des dessins dans des fresques. On met en évidence ce qu'on a et puis on laisse les couches historiques manifestes. Oui, c'est vrai que tu es parti de l'idée de stratigraphie. Alors, cette idée des archéologues, ça concerne aussi les historiens dans leur face-à-face avec le document écrit. Hein, et ça, c'est Et puis c'est même presque une métaphore parce que les textes médiévaux sont élaborés par strates dans le sens où ils prennent toute une tradition en compte et ils se construisent, ils font du nouveau entre guillemets avec de l'ancien. Donc c'est aussi tout à fait comme ça que fonctionnent ces textes médiévaux. Je pense à l'exégèse, mais je pense aussi à beaucoup d'autres textes, ou même les textes de médecine. Donc il y a quand même ça. Et puis aussi le fait que une stratification, d'une part, parce qu'il y a un même document qu'on doit les comparer avec des manuscrits plus anciens, etc. Mais il y a aussi le fait qu'on doit croiser les sources et les approches. D'où ce dialogue entre archéologie et histoire, entre sources différentes écrites, que ce soit des documents judiciaires, juridiques, par exemple, qu'on compare avec des textes de médecine, de théologie, etc. Et puis les apports de l'archéologie. Donc il y a aussi une stratification comme ça, ou en tout cas une pluralité pour avoir une bribe de réalité, parce que chaque fois des vestiges, des bribes, des morceaux culturels, d'idées ou de vestiges concrets qui nous permettent d'approcher le plus possible une réalité qu'on n'entendra bien sûr jamais, parce que de toute façon elle n'existe peut-être même pas d'un point de vue historique, mais disons qu'il y a aussi ce croisement qu'on doit faire pour essayer d'avoir, de croiser les approches pour avoir un tant soit peu d'informations sur l'insaisissable finalement. S'il y a une question, je vous donne la parole. C'est à vous. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a une différence de perception des odeurs selon les cultures? En d'autres termes, est-ce qu'une bonne odeur dans une culture est considérée comme une mauvaise dans une autre? Dans certaines c'est pour le maître des odeurs. J'interviens directement parce que dans une certaine limite, oui, il y a des différences, mais certaines odeurs sont quand même, semble-t-il, assez universellement repoussantes. Oui. Notamment, bien sûr, toutes les odeurs liées certaines odeurs liées à la mort, à des cadavres en décomposition. Parce que là, on touche à des réactions pratiquement biologiques. L'organisme fuit tout ce qui est dangereux pour lui, tout ce qui peut être toxique. Mais dans le cas des odeurs neutres ou plus agréables, là, il y a d'énormes différences entre les cultures, les peuples et les populations. C'est vrai, certains peuples, même des populations très, très modestes numériquement, ont des centaines de vocables comme descriptifs d'odeurs, contrairement à nous, qui avons un langage extrêmement pauvre depuis l'Antiquité, en fait. Donc aussi au niveau du vocabulaire, il y a des très grandes différences. Et le fait d'avoir un vocabulaire aussi riche, en fait, laisse entendre que c'est une culture qui fait une grande place aux odeurs et qui arrive à en distinguer aussi beaucoup plus que nous.
Merci. Oui, c'est vrai, je pense qu'on peut dire des odeurs ce qu'on dit des couleurs, on voit bien. Et alors là, c'est plus facilement repérable que d'une langue à l'autre, le vocabulaire de la couleur est très différent. Et que, enfin, je sais pas, le latin n'a pas beaucoup de couleurs, à part le blanc, le noir et le rouge. C'est très difficile de trouver les noms des couleurs parce qu'elles sont relativement moins importantes. Pour dire jaune en latin, faut réfléchir un bon moment. Même chose pour dire bleu ou vert, enfin, c'est des métaphores, il n'y a pas grand-chose. Et alors, à plus forte raison, on voit bien que dans le monde des odeurs qui sont encore moins saisissables que les couleurs, il peut y avoir des variations considérables, je pense, d'une société à une autre. Mais s'il n'y a pas d'autres interventions, j'aimerais arriver à cette dernière question que je voulais vous poser à tous les trois et que qu'Anne Lydie a quasiment évoqué dans les mots que tu as prononcés tout à l'heure. Je me rappelle mon vieux professeur Louis Bins, professeur d'histoire nationale et régionale dans cette université. Il est décédé maintenant, il y a, je crois, bientôt une dizaine d'années. Louis Bins avait écrit un grand livre sur la réforme ecclésiastique du diocèse de Genève à l'époque du schisme et du conciliarisme, fin 14e, 15e siècle. Et puis, dans ces moments parfois sombres, parce qu'il en avait, il disait, finalement, nous, aujourd'hui, sommes tellement différents des gens du Moyen-Âge que nous ne pouvons tout simplement pas prétendre jamais les connaître. Alors, on peut faire des études sur le Moyen-Âge, et il en avait fait de brillantes, mais nous ne pouvons pas réellement connaître les gens du Moyen-Âge. Comment est-ce que vous réagissez à cela, vous, les amis médiévistes? Est-ce qu'on peut connaître quelque chose, ou bien est-ce que finalement on doit dire, non, on connaît tellement peu que finalement on ne connaît pas? Est-ce que l'archéologue connaît les gens dont il va fouiller les sépultures? Non, pas personnellement, mais non, c'est une boutade. Non, mais le professeur Bins était un petit peu, je dirais, il était très précautionneux, disons, par rapport à sa discipline. Mais notre but à tous, c'est d'essayer d'approcher une certaine réalité. Bien entendu, que l'on n'atteindra jamais. Ouais. On n'atteindra jamais. Et c'est pour ça qu'on continue à chercher, qu'on continue à étudier. Et c'est ce qui fait l'intérêt de notre métier, de nos disciplines respectives. Mais on tend vers quelque chose. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Cela dit, je voulais peut-être, juste avant de passer la parole à nos amis historiens, je voulais revenir sur ce que tu as dit par rapport à ce texte, ces sources que ce brave bibliothécaire avait amputées, en fait, de certaines parties, de certaines couches au niveau de la stratigraphie. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, pas seulement en archéologie, mais aussi dans la restauration des monuments historiques, à la fin du 19e, à l'époque de Viollet-le-Duc, on essayait de reconstituer Carcassonne avec ses fortifications médiévales, la cathédrale de Paris avec sa grande flèche, qui vient malheureusement de disparaître. Mais au jour d'aujourd'hui, on essaye de garder toutes les traces, toute la transmission que peuvent nous fournir ces monuments, le paysage qui est autour de nous. On est vraiment de plus en plus très respectueux de cette histoire, de cette stratification. Et on a complètement changé, et ça aussi c'est l'évolution des mentalités. Aujourd'hui, on ne recherche pas à redonner à un bâtiment son allure d'origine. Au contraire, on aime bien que ce bâtiment nous raconte une histoire. Et je pense que ça, c'est important, au jour d'aujourd'hui, dans la mentalité, dans l'esprit, la conservation du patrimoine, qu'il soit environnemental, qu'il soit monumental ou autre. Merci, Jean. Anne Lydie, est-ce que tu connais ces gens qui roupillent et dont tu fais l'objet de ton étude? Et non, je ne connais pas ces roupilleurs, mais j'aimerais bien. Non, en fait, je pense que oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean Terrier, c'est-à-dire que finalement, on essaye de s'approcher de cette altérité qui nous ressemble aussi un peu, mais on n'arrivera jamais totalement. Et moi, je pense que c'est là aussi que le travail de l'historien, de l'historienne et de l'archéologue a du sens, c'est de constater aussi cette différence. C'est dans les moments où on se dit, là, il y a vraiment une différence culturelle, il y a une autre manière de faire, même si on ne la comprend pas tout à fait,
qu'on a de la place justement pour aussi la créativité de l'historien, émettre des hypothèses, dans les limites bien sûr de ce qu'on peut prouver par un certain nombre de données scientifiques, mais c'est dans tout cet espace d'incompréhension où il y a quelque chose qui nous échappe, où on mesure aussi cette différence culturelle, cette différence dans le temps, ces évolutions. Et c'est là peut-être qu'il y a aussi un intérêt en fait de nos travaux et qui nous pousse à avoir envie d'investiguer plus. Alors bien sûr, on essaie toujours de se rapprocher d'une explication en tout cas, ou d'une compréhension, d'une connaissance. Mais finalement, comme je disais tout à l'heure, on fait toujours avec des parcelles, on fait toujours avec des contradictions, des sources qui se contredisent, qui parfois... Alors ça nous pousse justement aussi entre archéologie et texte, à voir qu'il y a ce que dit le Concile, il y a des idéaux, il y a des prescriptions, puis il y a la réalité économique, sociale de ce qui se fait dans les pratiques. Donc c'est ça aussi, c'est peut-être là que ça devient passionnant justement. Le fait de ne pas... Si on connaissait tout à fait, ou on avait l'impression d'avoir tout compris, ça n'aurait en fait pas tellement d'intérêt. Et puis surtout, ça ne nous permettrait pas puisque maintenant, en fait, puisque l'historien est plus celui qui cherche que celui qui sait, c'est justement peut-être tout l'intérêt d'avoir aussi cette humilité en fait, de savoir qu'on ne va jamais vraiment connaître ou comprendre totalement cette société. De toute façon, même si on avait l'impression que ce soit le cas, ce ne serait pas possible. Donc, On est passé du savant au chercheur. Voilà. Très intéressant. C'est un très beau programme, enfin un très noble programme, c'est celui des sciences humaines en général, et puis l'histoire est l'une des plus belles d'entre elles. Martin, comment est-ce que tu te positionnerais par rapport à cette question-là? Qu'est-ce qu'on peut connaître du Moyen-Âge? D'abord, je rebondirai un peu à la fois sur ce que Jean a dit et ce que Anne Lydie vient de dire. Si l'archéologue fouille, l'historien bafouille. Mais jeu de mots à part, je ne sais pas si le mot connaître est le bon terme. Je pense que l'historien essaie peut-être plutôt de comprendre. Le grand effort, le grand défi, c'est d'essayer de comprendre. Parce que connaître, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on connaît aussi vraiment quelqu'un? Et un grand historien de l'Antiquité, Arnaldo Momigliano, disait on comprend les morts dans la mesure où on comprend les vivants. Je veux dire, il y a un lien, il y a beaucoup d'analogies en fait. Et j'aime beaucoup souligner ce fait que l'historien, c'est aussi quelqu'un comme tout le monde, je veux dire. Et donc, dans la mesure où il essaie de vivre maintenant, il s'enrichit de possibilités de mieux comprendre aussi des gens très différents de lui. Dans le Moyen-Âge, c'est fascinant parce que c'est à la fois relativement proche, enfin, ici, dans nos contrées, on a quand même des restes médiévaux, et à la fois très lointain et très, très différent. Donc, cette tension entre le proche et la différence, je trouve ça assez fascinant. Il y a un effort de comprendre, c'est clair, ce qui n'est jamais parfait, mais qui peut-être grandit dans certaines limites au fur et à mesure que les années passent, qu'on se frotte à d'autres sources, d'autres documents, à d'autres collègues aussi, qui éveillent en nous des nouvelles questions, qui ouvrent des fenêtres, des portes. C'est un espèce de dialogue constant. Mais il y a quelque chose d'assez universel. Je pense qu'on est tous et toutes curieux, au fond, de découvrir d'autres modes de penser, de vivre. Enfin, il y a quelque chose de très sain là-dedans. Et récemment, je ne sais pas, peut-être plusieurs d'entre vous ont vu cette interview de Boris Cyrulnik au téléjournal, où il disait que, voilà, le grand chemin pour sortir de l'emprise des tyrans ou de l'homme fort providentiel, que ce soit à l'est ou à l'ouest de Genève, il dit que c'est de fréquenter d'autres mondes mentaux, des artistes, aller au cinéma, s'ouvrir à un autre mental. Et donc là, c'est plus possible de suivre simplement comme des moutons ceux qui ont la parole forte ou des idées simplistes. Il y a quelque chose d'universel, je trouve, dans le métier d'historien. La chance qu'on a, c'est que nous, on peut en faire une profession en plus, et on est tous les jours en train de labourer. C'est une autre image de Boris Cyrulnik, les laboureurs que j'ai massés. On revient au Moyen-Âge avec ça, évidemment, le labour quotidien. Et de remettre en question aussi constamment. Vos dernières interventions sont un véritable discours de la méthode historienne, je crois, puisque Anne Lydie rappelle que nous explorons des espaces d'incompréhension et que le fait qu'on ne puisse jamais tout comprendre nous appelle
d'abord à pratiquer l'humilité, et là encore on est dans une métaphore tout à fait terre à terre qui doit parler aux archéologues. Jean, tu nous dis que nous tendons vers une vérité, mais que toute découverte est soumise à plus ample interprétation et que les générations suivantes voient les choses toujours autrement que les précédentes. Et puis, Martin, tu rappelles, je crois, ce bon principe, finalement, ce qui fait notre cahier des charges comme historienne, historien, c'est d'abord le désir de comprendre. Et que voilà, cette compréhension n'est jamais totale, et donc la recherche est infinie. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux avec la Maison de l'Histoire de proposer année après année une réflexion sur des thématiques transversales en histoire, et puis celle de l'invisibilité que nous cherchons parfois, quand nous avons conscience de la chose, à rendre visible, eh bien, est l'une de ces thématiques qui nous rappelle ces principes. Alors, au nom des personnes ici présentes, eh bien, je vous remercie tous les trois, Martin Roch, Anne-Lydie Dubois, Jean Terrier, et puis je vous donne rendez-vous aux activités suivantes de ce festival, et en particulier à la soirée d'ouverture, tout à l'heure, enfin en fin d'après-midi, à 18h, dans la salle Piaget, qui est adjacente à celle-ci, puisque nous aurons, avec cette soirée d'ouverture, la grande conférence de l'historienne, préhistorienne Marilène Patoumatis. C'est une femme qui a publié, il y a 2 ans, je crois, un livre qui portait comme titre « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Et le titre de sa conférence, ce soir, est celui-ci, « L'invisibilité des femmes dans l'histoire de l'évolution humaine ». Donc rendez-vous vous est en tout cas donné à ce moment-là, à 18h. Eh bien, merci de votre présence, merci de votre attention, et puis merci à nos 3 intervenantes, intervenants pour le rapport de cet après-midi.